Salut mes amis, j'espère que tous vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet lié au doctorat. Ce sujet a été soulevé à l'université de Ain Mouchens dans l'année de 2019. L'épreuve de spécialité, c'est microbiologie environnementale. Mais avant de commencer, il est nécessaire de se concentrer car c'est la chose la plus importante de tout examen et il faut lire attentivement les questions. Dans cette vidéo, je vais donner la réponse brièvement, donc vous pouvez ajouter plus des explications. Ce sera mieux, mais à condition que la réponse ne soit pas éloignée ou non liée à la question. Commençons par la première question. Quels sont les 3 genres bactériennes qui se caractérisent par les endospores et quel est leur gramme? Donc, on a 2 mots clés. Donc, on donne les 3 genres bactériens avec leur gramme. Donc, la réponse de cette question est comme suit. Soit on dit l'endospore ou bien spore. Donc, le spore est une structure qui se forme au sein de cytoplasme de certaines espèces de bactéries lorsque les conditions environnementales sont défavorables, telles que stress nutritif, dessiccation ou bien chaleur. Donc, les bactéries des genres Clostridium, Bacillus et Sporosarcina sont des exemples de bactéries pouvant sporuler. Maintenant, on va donner leur gramme. Donc, généralement, les 3 bactéries sont à gramme positif. Le Clostridium, ou bien Clostridium est un genre bactérien regroupant des bacilles gram positifs, strictement anaérobies et sporulés, assurant généralement leur mobilité par des flagelles péritriches. Et concernant les bacillus, forment un genre de bactéries à gramme positif. Et pour Sporosarcina est un genre bactérien en forme cocci, aussi gramme positif. Maintenant, on passe aux deuxième question. Quelle est la composition de l'écosystème tellurique? C'est-à-dire, quelle est la composition de sol? La réponse de deuxième question. Spécificité de l'écosystème tellurique ou bien la composition du sol. Donc tout simplement, les sols sont composés d'au moins 4 composantes. Celles-ci comprennent premièrement la matière inorganique minérale, typiquement 40% au plus de volume du sol. Deuxièmement, de la matière organique, habituellement d'environ 5%. Troisièmement, de l'air et de l'eau, plus ou moins 50%. Quatrièmement, c'est des micro-organismes et des macro-organismes, environ 5%. Donc, aussi des particules de tailles différentes sont présentes dans le sol. La gamme de 0,1 à 2 mm de diamètre sont appelées sables. Celles comprises entre 0,002 et 0,1 mm de limon et celles de moins de 0,002 mm de l'argile. Un sol dans lequel aucune des particules ne domine est appelé sol limoneux. Question numéro 3. Au cours de leur croissance et leur métabolisme, les micro-organismes interagissent les uns avec les autres dans le cycle des éléments nutritifs, appelés aussi cycle biogéochimique. Citez ces cycles. Alors la réponse pour la question numéro 3. Tout d'abord, c'est quoi un cycle biogéochimique? Donc, cycle biogéochimique correspond à un ensemble de processus grâce auquel un élément passe d'un milieu à un autre, puis retourne dans son milieu original, en suivant une boucle de recyclage infinie. Donc, les organismes vivants, pour assurer leur subsistance, ont besoin de l'apport constant de certains éléments essentiels, notamment le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments se retrouvent dans le sol, dans l'atmosphère, dans l'eau ainsi que dans les tissus
dans les tissus vivants. Les éléments circulent continuellement d'un milieu à l'autre, d'une forme à une autre. C'est cette circulation continuelle que l'on nomme cycle biogéochimique. La circulation de chacun des éléments mentionnés précédemment peut être expliquée à l'aide d'un cycle biogéochimique. Donc, vous pouvez ajouter des explications concernant chaque cycle. Donc, on a le cycle du carbone, le cycle de l'azote et enfin le cycle du phosphore. Donc, maintenant, on a arrivé aux questions numéro 4. Quels sont les objectifs de l'auto-écologie d'une espèce bactérienne? Donc, le mot clé ici, c'est auto-écologie. La réponse pour quatrième question, voilà. Donc, tout d'abord, c'est quoi l'auto-écologie? Donc, c'est une science qui étudie l'ensemble des relations d'une espèce vivante avec son milieu, délimite les conditions qui permettent la survie de l'espèce à reproduction, etc. S'oppose à synecologie. L'auto-écologie, appelée également auto-écologie ou auto-écologie, c'est-à-dire auto-écologie, concerne l'étude des individus pris séparément dans leur milieu ou biotope, à l'inverse de la démicologie. Donc, elle s'intéresse aux exigences de l'espèce vis-à-vis des facteurs de milieu, vivants et non vivants. Les rapports entre l'individu et le milieu relèvent de la synecologie avec laquelle l'auto-écologie est souvent confondue. Donc, dans la branche de la biologie, il existe une branche connue sous le nom d'écologie. Au sein de cette branche, il y a une autre qui est responsable de l'étude des espèces individuelles dans leur adaptation à l'environnement naturel. Cette discipline est connue sous le nom de auto-écologie. Donc, l'objectif, c'est ça la réponse de la question. Numéro 4. Elle demande quoi? L'objectif de l'auto-écologie. Donc, l'objectif de cette science est de choisir une espèce particulière afin d'établir toutes les relations qu'elle établit avec son habitat particulier. Question numéro 5. Nommez 3 espèces bactériennes qui produisent les molécules à haute valeur ajoutée, ayant des applications dans le domaine médical, à part les antibiotiques, et environnemental. Donc, dans la réalité, il existe plusieurs espèces bactériennes, mais on nomme 3 qui sont, c'est-à-dire dans la majorité qui sont mentionnées. Donc, les 3 espèces bactériennes qui produisent des molécules à haute valeur ajoutée, ayant des applications dans les domaines médicaux, hormis les antibiotiques, c'est-à-dire à part les antibiotiques, et environnemental, donc on a Thermus aquaticus produit les Taq polymérases, Bacillus thuringiensis produit les biopesticides, et enfin Escherichia coli produit l'insuline par génie génétique. D'accord. Maintenant, on passe voilà, la 16e question. Complétez le tableau suivant. Donc, on a dans ce côté, c'est la description et dans l'autre côté, c'est nom de relation entre l'hôte et la bactérie. Donc, une situation où 2 espèces occupent le même habitat, mais pas la même niche. Troisième ou bien deuxième plutôt expression, donc une interaction négative là où 2 ou plusieurs espèces occupent le même habitat et ont besoin de la même nourriture. Et il y a d'autres, une interaction négative entre une espèce affectée et une espèce inhibitrice. Donc le tableau, c'est-à-dire la suite de tableaux, voilà. Une espèce vit de proie tandis qu'une autre espèce est la proie. La situation où 2 espèces occupent le même habitat mais pas la même niche. Une interaction positive dans laquelle les 2 partenaires profitent de leur association sans qu'elle soit obligatoire pour aucune d'eux. Une interaction positive où l'hôte n'est affecté de façon ni positive ni négative, mais l'espèce dépend de l'hôte pour sa survie. L'interaction positive qui est obligatoire pour 2
partenaires et enfin l'association de deux micro-organismes. Donc la réponse de la question 6, numéro 6, c'est voilà, donc ici, je pense. Non. Attends. Voilà. Voilà. Donc, première expression, donc, c'est la neutralisme. Parce que le neutralisme correspond à une situation où deux espèces occupent le même habitat, mais pas la même niche. Voilà. Pour la compétition, est une interaction négative là où deux ou plusieurs espèces occupent le même habitat et ont besoin, par exemple, de la même nourriture. Sauf l'espèce qui est la plus affectée par cette compétition est éliminée, tandis que l'espèce qui survit prospère. Pour l'amensalisme, est une interaction négative entre une espèce affectée et une espèce inhibitrice. On continue. Donc, dans le cas de la prédation, une espèce vit de proie, c'est-à-dire le prédateur, tandis qu'une autre espèce est la proie. La protocoopération est une relation positive dans laquelle les deux partenaires profitent de leur association, sans qu'elle soit obligatoire pour aucun d'eux. Le commensalisme est une relation positive où l'hôte n'est affecté de façon ni positive ni négative, mais où l'espèce commensale, celle qui mange à la même table, dépend de l'hôte pour sa survie. Le mutualisme ou la symbiose, du latin mutus, réciproque, est une relation positive qui est obligatoire pour les deux partenaires. La syntrophisme, nourrir, c'est-à-dire du grec se nourrir mutuellement, ou cross-feeding, association de deux micro-organismes. Donc voilà, cette schéma montre le diagramme simplifié des 6 principales interactions biologiques, c'est-à-dire là où il y a une relation entre une espèce bénéfique et une autre espèce bénéfique, c'est la mutualisme. Une espèce bénéfique et une espèce sans effet, c'est le commensalisme et d'autres. Maintenant, on passe question numéro 7. Donc, quelle est l'origine des éléments nutritifs de la rhizosphère et de rhizoplan? Rhizosphère et de rhizoplan. Donc, la réponse de 7e question. La rhizosphère représente la zone du sol qui entoure étroitement les racines et qui est activement influencée par la plante. Donc, les racines des plantes exsudent en continu un mélange complexe de liaisons chimiques qui modifient l'environnement local du sol. Par exemple, teneur et disponibilité en éléments nutritifs, l'oxygène, teneur en eau et et le phosphore. Donc, les jeunes plants libèrent jusqu'à 40% et les plantes adultes jusqu'à 20% du carbone qu'elles fixent dans la rhizosphère et génèrent ainsi une nouvelle niche écologique pour la vie microbienne. Donc la flore microbienne autour des racines de la plante se différencie significativement de celle du sol environnant de par sa composition et son activité. Donc c'est ça la composition de la rhizosphère, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on trouve? Donc un mélange complexe de liaisons chimiques. On trouve voilà, c'est vrai, on trouve l'oxygène, le teneur en eau, le phosphore, aussi le carbone. Donc les sources des éléments nutritifs, donc l'air, l'eau et le sol, permettent de fournir les éléments indispensables au développement de la plante. Donc par exemple l'air fournit à la plante sous forme de gaz carbonique. Le carbone nécessaire à la photosynthèse et à l'assimilation chlorophyllienne. L'oxygène présent dans l'air, mais aussi dans le sol, est indispensable à la respiration de la plante qui lui fournit son énergie. Pour l'eau, outre ses rôles multiples,
est dissocié en hydrogène et oxygène. Au cours du processus de l'assimilation chlorophyllienne, la plante émet de l'oxygène vers l'atmosphère. Voilà. Donc le sol fournit l'essentiel de l'eau et des éléments nutritifs se forment d'ions minéraux. Les racines absorbent ces éléments de façon sélective et généralement les concentrent à partir de l'eau du sol qui constitue une solution très diluée en ions. Voilà. Et les oligo-éléments, c'est-à-dire on trouve l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, le soufre. Voilà. Donc les feuilles ne peuvent pas remplacer les racines dans leur rôle nutritif, mais elles constituent une voie complémentaire d'absorption d'eau et d'éléments minéraux utiles dans certains cas. Voilà. Maintenant, on passe, c'est-à-dire la dernière question. Donc, c'était l'enzyme responsable à la fixation de l'azote. Donc, on passe à la réponse. Donc, l'enzyme responsable de fixation de l'azote, c'est nitrogénase. C'est ça l'enzyme responsable de la fixation de l'azote. Donc, la réaction implique la réduction de l'azote en ammoniac et est catalysée par l'enzyme nitrogénase. C'est-à-dire, selon cette réaction. Donc, l'azote plus 8 protons d'hydrogène plus 8 électrons, elle va donner l'ammoniac plus l'hydrogène. Alors, nous avons terminé le sujet. J'essaierai de résoudre d'autres sujets, si Dieu le veut. Cela vous aidera à bien vous préparer à l'examen. Et n'oubliez pas de faire abonner, j'aime et de partager la vidéo avec les amis. Cela m'encourage à faire plus et à la fin, je souhaite à tous la réussite.